ce que j'ai retenu un petit peu de ton rapport et des propositions et des choses comme ça, ça m'a questionné parce que dans le milieu du handicap, par rapport aux aidants, j'ai été surpris, une amie, qui en fait s'est rendue compte qu'en se mariant, elle perdait ses aides. Mais ça m'avait choqué. En fait, je ne comprenais pas que... Donc, elle a perdu ses aides et donc son mari devait devenir son aide-soignant. Et il n'était pas du tout... Alors que déjà, pour une fille handicapée, trouver un amoureux, c'est pas facile. Mais c'est une réalité, malheureusement. Surtout quand vous êtes en fauteuil électrique, un handicap assez lourd. Et moi, j'ai été vraiment choqué de voir qu'ils ont été obligés de divorcer et de se déclarer ou pas vraiment déclarer, de faire semblant de ne pas être marié ou un couple pour pouvoir avoir l'aide de la tierce personne, ou sinon elle perdait ses droits. Donc voilà, c'est des choses qui se concrétisent dans la réalité, c'est pas quelque chose de théorique. Et c'est vrai que moi, ça me fait toujours peur quand on parle de finances, parce que je me dis que demain, on va créer le meilleur des mondes. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin ou vu ce film. Je sais, Baudon, il y a un certain âge, en fait, les gens sont conditionnés quelque part à aller se tuer pour laisser cette jeunesse dynamique en bonne santé. Et donc, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut, puisque si c'est le curseur de la finance? Donc, on a quelques experts autour de nous qui peuvent aussi nous faire une petite introduction. Alors, je vais vous demander de faire une petite introduction de 5 minutes, de vous présenter d'abord chacun et chacune, et qu'on puisse après débattre ensemble et interagir aussi avec vous, avec la salle. Alors, honneur aux dames. Alors, c'est comme moi, souvent on me donne la parole en premier, je dis c'est parce que je suis handicapé, c'est pris. Voilà, donc je le prends, donc il n'y a pas de souci. D'accord, donc du coup, je me présente, je suis Abdia Touria-Gaillard, je suis responsable de la recherche et des partenariats scientifiques à l'Observatoire de la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs, au sein duquel il y a un observatoire qui regroupe 6 membres rompus aux méthodes qualitatives et quantitatives, et nous analysons les politiques sociales et nous essayons de comprendre notre secteur, le secteur de l'emploi à domicile. Mon intervention aujourd'hui, elle est axée sur une recherche que j'ai menée je mène aussi actuellement en tant que chercheur associé au LISE, qui est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du CNAM. Désolée pour les sigles, mais qui est le Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, nous avons conclu une convention avec la CNSA, je ne développe pas le sigle, sur la question de la rémunération des aidants. Notre objectif est de comprendre ce que, donc, au moyen de cette étude qualitative et aussi quantitative, ce que la question de la rémunération des aidants vient rejouer dans les familles en termes de transactions familiales, de configuration familiale, de parcours personnel et professionnel. Nous avons fondé notre étude sur donc, un volet quali et un volet quantitatif, sur 2 départements très contrastés en termes de caractéristiques sociodémographiques, l'Isère et la Seine-Saint-Denis. Et le propos que je me suis proposé de développer aujourd'hui porte sur la Seine-Saint-Denis. Voilà. Merci. On peut applaudir, ça met un peu d'ambiance dans un sujet comme ça qui est assez pesant. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est le rapport de Mme Gillot, parce que vraiment, Mme le ministre, c'est un excellent rapport qui sort un peu de ce qu'on peut voir d'habitude et des études. Je partage complètement ce que vous avez dit, évidemment. Hein, les études le montrent et vous l'avez rappelé à travers votre rapport. Donc, le rôle essentiel des aidants et des proches aidants, puisque c'est le terme consacré dans la loi ASV, est essentiel, ça c'est clair. Et il vient en complément, évidemment, de tout ce qu'on peut trouver comme aide professionnelle ou soins. Pour la Massif, donc c'est un sujet qu'on traite maintenant depuis plus de 10 ans, puisqu'on s'est emparé de l'autonomie il y a quelques années maintenant. Peu d'études, vous l'avez souligné aussi, donc à l'époque, en 2009 et même fin 2008, on a commencé à organiser
toute une série d'études avec un questionnaire complet qui a été déployé France entière parmi nos élus, nos délégués et les salariés de la Massif, mais aussi avec 22 ateliers citoyens qui ont été organisés en région, puisque l'étude avait permis d'avoir une statistique à la fois nationale, mais aussi régionale, et de pouvoir donc mieux connaître les aidants, ce peuple qu'on appelait invisible à l'époque. Et ça s'est terminé, entre guillemets, en point d'orgue avec les États généraux en novembre 2010, donc l'année de création de la JNA, donc on est à la 9e aujourd'hui. Et donc ça a permis de remettre 15 propositions très concrètes et sur lesquelles nous-mêmes travaillons. Alors on travaille sur pas mal de choses. La conciliation, évidemment, vie professionnelle, vie d'aidant, mais je pense que c'est la deuxième table ronde qui va en parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc moi, je vais revenir particulièrement sur le répit, parce que le répit, vous l'avez souligné tout à l'heure, le baluchonnage au Québec, le baluchonnage Alzheimer uniquement, au Québec existe. En France, le relayage, puisque c'est le terme consacré, est encore très balbutiant, très balbutiant, avec deux enjeux sociétaux qui sont difficiles à concilier. On sait bien que le répit des aidants au domicile, c'est un enjeu évidemment tout à fait humain, hein, comment on peut redonner cette sociabilisation, mais aussi un état de santé qui peut se dégrader. Donc il y a de ce côté-là un bénéfice qui est tout à fait avéré, mais c'est aussi un enjeu économique et les deux se percutent, puisqu'aujourd'hui, si on reste sur le modèle du droit du travail tel qu'il est fait aujourd'hui, malheureusement, s'il faut mettre 4 000 € ou un peu plus, même pour avoir le droit de s'absenter une semaine, c'est même pas la peine. Donc comment on va pouvoir concilier, évidemment, à la fois l'aspect humain et l'aspect économique pour donner accès au répit à domicile, parce que là aussi, il y a un vrai besoin, et permettre à l'aidant de partir. Et c'est tout l'enjeu, finalement, on s'aperçoit qu'il est sur l'organisation du travail et sur ce que nous appelons un nouveau métier, parce qu'après quelques temps, on s'est aperçu que ce métier de relayage à domicile n'a pas vraiment de lien direct avec l'aide professionnelle ou même avec une auxiliaire de vie. C'est pas parce qu'on est un auxiliaire de vie d'une personne handicapée qu'on est adapté à faire du relayage. Et donc pour nous, c'est vraiment un nouveau métier. Donc dans quelles conditions on peut trouver des solutions pour que ce relayage existe vraiment, soit accessible économiquement et puis respecte à la fois et le salarié et les demandes des familles puisqu'elles sont bien précises. Voilà. Merci. Même punition, on applaudit. C'est le côté sportif, hein, on aime bien... Bonjour, je suis Emmanuel Jam, je suis délégué d'une mission à la Ligue contre le cancer qui s'appelle Société et politique de santé. C'est une mission qui est bicéphale, qui d'abord observe les causes et les conséquences sociales et sociétales du cancer sur les malades qui en sont atteints, sur les personnes malades qui en sont atteintes, mais également sur leur entourage, les proches, les aidants, et on est là, on pourra en parler aujourd'hui, mais également sur les professionnels de santé, sur les organisations sociales et plus globalement l'impact que la maladie peut avoir dans l'image sociétale de notre pays. Et puis l'autre partie est un volet beaucoup plus plaidoyer, c'est-à-dire que de ces observations sociétales, on en tire un certain nombre d'enseignements qui sont eux-mêmes publicités par les personnes qui sont interrogées dans le cadre de ces études, et on en fait un instrument politique pour pouvoir le porter. Plus précisément, je suis ici au titre d'une étude qui a été publiée en 2016 qui s'appelle « Les aidants, les combattants silencieux du cancer », sur justement cette notion d'aidance auprès des personnes qui sont atteintes de cancer. Donc on reste vraiment circonscrit sur la pathologie cancéreuse, mais qui est souvent considérée comme étant modélisante pour beaucoup d'autres pathologies, y compris chroniques. Autour de 5 000 aidants qui ont été interrogés partout en France. Alors il y a un volet quantique, je vous passe la méthodologie, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais qui montre un certain nombre de besoins qui sont pas forcément très adaptés aujourd'hui, mais ça a été déjà très largement discuté. Et puisqu'on commence à tirer ce fil rouge qui me semble intéressant de la notion de répit, contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'ailleurs dans cette étude-là, et que j'espère pouvoir présenter plus largement tout à l'heure, c'est que la solution de répit pour les aidants de malades atteints de cancer n'est pas forcément une solution qui est largement plébiscitée, pour une raison qui finalement est extrêmement simple, c'est que la dépendance des personnes qui sont atteintes de cancer est circonscrite dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion de dépendance au long cours. D'ailleurs, toute la réforme de la dépendance ne prend pas assez en compte cette notion de dépendance circonscrite dans le temps, qui peut être extrêmement aiguë, mais qui peut être circonscrite. Et les aidants, à ce moment-là, pour eux, ce n'est pas le moment
d'aller faire autre chose. Ils se consacrent entièrement, et probablement d'ailleurs de manière excessive, en mettant en danger leur santé également, parce que c'est le moment de s'occuper de la personne qui est malade et elle en a vraiment besoin maintenant. Je penserai à moi plus tard, c'est pas le moment de penser à mon répit. Voilà, donc la notion de répit est peut-être intéressante pour les proches de malades atteints de cancer, mais ce n'est pas la solution qui est plébiscitée le plus. Voilà, juste cette petite parenthèse. C'est intéressant d'avoir ce type de point de vue aussi. On a vécu aussi nous, dans le sport le fait que j'ai été pendant 8 ans président du sport adapté en Île-de-France, et souvent les parents nous emmenaient leurs enfants autistes, avec des handicaps, déficiences intellectuelles lourds, nous les emmenaient en sport des fois juste pour pouvoir avoir des respirations, donc on était dans une autre phase, et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir le positionnement des aidants et de la situation, de ce qu'ils vivent. Et c'est sûr, quand on est dans une maladie où on ne se projette pas en se disant que la vie va s'écourter, on a peut-être une autre démarche d'aidant que quand on se dit cette maladie, ce problème va durer. Et notamment parce que les données épidémiologiques sont là. On guérit aujourd'hui plus d'un cancer sur 2 et les aidants comme les personnes malades sont dans cette espérance. Donc il est inenvisageable de leur dire attendez, ça peut quand même durer longtemps, ça peut mal se finir. C'est pas du tout le moment où les aidants, c'est pas le moment où elles pensent à ce genre de choses. Elles sont dans le dur de l'action, elles se poseront des questions quelque part existentielles à un autre moment. C'est pas le moment. D'accord. C'est quand même le moment de préserver son statut professionnel. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il puisse y avoir de la souplesse dans la prise d'un congé spécial, quasi immédiatement, sans délai, enfin tout ça, de manière opposable, et de retour après à l'emploi quand la séquence aiguë est terminée, avec les garanties de retrouver son emploi. Et non mais bien sûr, mais ça, je pense que c'est un autre sujet. On parlait vraiment du répit, la notion de répit. Oui, dire, oui. Voilà, je me mets en retrait de mon proche à aider. Bah non, mais ça, évidemment. De toute façon, le répit n'est pas une obligation. Hein, non, bien sûr, non, mais c'est pour dire que cette solution-là n'est pas toujours publicitée. Je pense que garder le lien avec son milieu professionnel et garantir que le contrat de travail puisse être effectivement suspendu, mais repris, réactivé dès que le salarié le souhaite, ça serait un immense progrès. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui lâchent tout comme ça pour justement mobiliser toute leur intention. Puis après, soit quand le malade est en rémission, soit malheureusement s'il est parti, bah là c'est dramatique parce que le lien avec le milieu professionnel a été rompu. Mais malheureusement, l'annonce on recommence le débat, mais l'annonce de la maladie n'est pas un moment qui est vécu par la personne malade ou par son aidant de manière rationnelle et froide. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises à ce moment-là, souvent, sont pas faites de manière raisonnée sur le long terme en disant, voilà, j'ai besoin de penser à telle et telle étape dans l'après-maladie. Absolument, absolument. Mais c'est vraiment intéressant de voir, selon le type d'aidant, l'espace-temps et pas du tout. Ouais, si tu veux parler, il faut prendre le monde t'écoute. Vous m'avez entendu? Vous avez entendu? On peut applaudir aussi notre intervenant. Alors, Michel. Je suis Michel Neditch, donc je suis enseignant-chercheur à la retraite, mais je continue mes recherches. Dans mon parcours professionnel, je me suis d'abord intéressé à l'hôpital, puis après je me suis intéressé aux soins primaires, au monde ambulatoire, et je suis venu assez tardivement sur la question des aidants, et j'y suis venu parce que, d'une part, je m'étais intéressé antérieurement à l'arrivée des patients experts à la démocratie sanitaire, au fait que les malades, parce qu'il y avait de plus en plus de malades chroniques, étaient experts de leur maladie, souhaitaient qu'on donnait leur avis, etc. Je m'étais intéressé aux états généraux de la santé, dont est issue la loi de 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé. Et donc, quand on m'a proposé de travailler dans le cadre d'un projet européen sur la comparaison des politiques de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, mais il n'y avait donc pas le handicap, et de ce dont je vais parler, c'est en dehors du handicap, eh bien, je me suis naturellement intéressé à cette question des aidants, parce que je me suis rapidement rendu compte que sans aidants, il n'y avait, dans aucun pays européen, il n'y avait de politique qui puisse se faire sans leur contribution. Et donc, essayer de comprendre
pourquoi dans tel ou tel pays les aidants avaient telle ou telle place, étaient plus ou moins aidés, contribuaient plus ou moins à ces politiques, a constitué une grande partie de ma recherche pendant 5 ans, et c'est de cela dont je souhaitais vous parler, puisque c'est toujours intéressant de confronter ce qui se fait dans un pays à ce qui se fait dans les autres, surtout quand les autres pays viennent de l'Europe et à laquelle nous participons tous.